Aujourd'hui, on avait comme thème du projet au bâtiment réel. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait vous montrer, c'est 3 pistes pour réussir à expliquer comment on peut éviter les pathologies très concrètement et concrétiser les performances des bâtiments. Ça va ou pas? Ouais. Vous n'hésitez pas. Donc au départ, nous, on est un hydraulicien qui fait beaucoup de terrain. Et on a constaté que si aujourd'hui on est à l'ère des constructions efficientes, performantes, il y a quand même un souci qu'on observe sur le terrain. C'est qu'il y a beaucoup de désordre et de contre-performance. Ça dans l'existant, certes, mais aussi beaucoup sur le neuf. Il y a une sévérité et une fréquence des problématiques qui est quand même très préoccupante et qu'on est nombreux à partager. Après, les problématiques techniques, elles, c'est des choses qui sont connues. C'est des choses de l'ordre des bonnes pratiques qui, pour autant, même si on sait les régler une par une, symptôme par symptôme, on a beaucoup de mal à gérer les choses en comprenant le lien de cause à effet et de régler globalement la question, de pouvoir revenir à l'origine du problème. Et c'est souvent ce côté traitement par réaction, traitement symptôme par symptôme, qui additionne les solutions, et du coup qui additionne aussi les coûts, qui fait des récidives, et qui permet à la fin finalement de ne pas avoir les performances, mais au contraire de l'insatisfaction, voire du doute entre les acteurs. Par contre, on ne veut pas rester sur quelque chose de négatif. Chez nous, on observe aussi beaucoup de possibilités. Et concrètement, avec nos 8 ans d'expérience sur le terrain, on se rend compte qu'il y a 3 axes majeurs, très très simples, pas coûteux puisqu'ils sont déjà prévus en général, et qui permettent d'optimiser et de sécuriser les réseaux. On parle ici des circuits climatiques, chaud, froid, solaire, et ces choses-là permettent d'aller chercher sur ces réseaux-là, en neuf ou en ancien, de la performance avec réalisme, et du coup de retrouver de l'optimisme sur ces choses-là. Rien de compliqué, rien de coûteux. Je vais laisser la parole à Serge pour démarrer sur ces 3 axes de progrès. Oui, donc bonjour à tous, Serge Grossi. On va effectivement parler des 3 leviers, des 3 axes de progrès qui nous sont apparus importants pour améliorer ces performances. Le premier axe sur lequel on va travailler, c'est le maintien de pression. En fait, aujourd'hui, sur nos installations de génie climatique, de chauffage d'eau glacée, on a un problème récurrent qui est la corrosion, l'embouage des installations. Cet embouage est dû à l'oxygène qui pénètre, qui rentre dans nos installations. Quand vous avez 1 gramme d'oxygène, 1 gramme d'oxygène consomme 2,6 g de fer et nous produit 3,6 g de boue. Alors pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce que c'est un chiffre qu'il faut garder en tête. Quand on voit les quantités astronomiques qui peuvent sortir au niveau des pots à boue, quand on voit qu'on est plutôt en kilos, en dizaines de kilos de boue à l'année, c'est votre installation qui se dégrade à vitesse grand V. C'est le fer de l'installation qui est en train d'être consommé, soit au niveau des tuyaux, soit au niveau des corps de chauffe, des pompes, etc. Et donc, on va essayer de combattre cet oxygène. Alors, combattre cet oxygène, c'est pas une fois qu'il est rentré qu'on le combat, parce que lui, il est très, très réactif. Donc, on va se focaliser sur le fait de comprendre comment il rentre et comment l'empêcher justement de rentrer. Ce qui est courant dans notre métier, c'est qu'on sait que dans l'eau, il y a de l'air dissous. Il faut bien que les poissons vivent. Hein. Dans 1 mètre cube d'eau, vous avez 100 litres d'air dissous. Donc, à chaque fois qu'on met de l'eau dans une installation, on remet ou on met de l'oxygène. Il y a un deuxième phénomène qui est connu, on en parle beaucoup avec les fabricants de tubes en ce moment, c'est la diffusion à travers les matériaux que je vais mettre entre guillemets poreux. Il y en a qui sont plus ou moins poreux, mais je parle là des tubes PE par exemple. Et on a eu des débats sur les tubes avec barrière anti-oxygène ou pas. Il faut savoir qu'on a le débat entre les tubes BAO et tubes non BAO et aussi les flexibles. Aujourd'hui, on a le métier qui se dégrade et on voit de plus en plus d'installations raccordées en flexible. 1 mètre de flexible caoutchouc, c'est l'équivalent de 100 mètres de PE sans barrière anti-oxygène.
Et quand on arrive et qu'on voit des dizaines et des dizaines de flexibles, là on ne pourra rien faire et il va y avoir des boulevards d'entrée d'oxygène dans les installations. Donc à combattre. Pour vous donner une idée de la quantité de boue produite sur ces différentes familles. Je vous ai dit, pour une installation d'1 mètre cube, on va en faire simple, vous avez l'eau de remplissage initial qui est remplie d'air, 100 litres d'air par mètre cube. Vous allez produire 36 grammes de boue. 36 grammes, c'est quand même pas énorme. Quand on remplit, au départ, il y a des poches d'air qui peuvent être emprisonnées un peu à droite à gauche. On arrive à fabriquer en gros 75 grammes, 76 grammes de boue sur les poches d'air restantes. Vous voyez, donc c'est les deux premiers histogrammes. Le troisième, c'est la diffusion à travers les tubes sans barrière anti-oxygène, donc les tubes PE. Et là, vous voyez, on est 10 fois plus gros que l'air qui rentre au niveau du remplissage initial. Et enfin, je vous ai parlé de la diffusion à travers les caoutchoucs. On a la diffusion qui se passe dans le vase d'expansion, dans un système d'expansion. L'air, donc l'oxygène qui passe à travers le caoutchouc du vase pour rentrer dans l'installation. Et là, vous retrouvez à peu près 400 grammes de boue produite. Ça, c'est le premier point. Et en général, on pense à ces points-là. Est-ce que c'est des notions dont vous évaluez les hauteurs d'impact comme ça? Parce que souvent, on nous parle de ces choses-là, de l'eau dans le réseau initial ou les appoints ultérieurs. Et ça, c'est des notions que vous mesuriez en termes de proportion? Alors après, tout à l'heure, je vous ai dit, on arrive des fois à des dizaines de kilos de boue sur les installations. Là, on est loin de la dizaine de kilos. Puisque là, tout confondu, on n'est même pas au kilo. Donc il y a un point qu'on oublie systématiquement. Et c'est pour ça que c'est notre premier point et notre premier levier d'attaque. C'est l'expansion, le maintien de pression. Et surtout, le maintien de pression ou l'expansion qui est défaillante. HS, sous-dimensionné, mal installé. Ça veut dire quoi? Le maintien de pression, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui maintient la pression. Et s'il est défaillant, il ne maintient plus la pression, donc plus la pression jusqu'au point haut du bâtiment. Et si on ne maintient plus la pression au point haut, on est donc en dépression au point haut. Et donc on fait des entrées d'air. Je reprends mon diagramme de tout à l'heure. Donc la partie gauche, enfin la partie droite, non, gauche pour vous, oui. La partie gauche, c'est le diagramme que je vous ai présenté, et c'est tout à l'échelle. Le dernier point, c'est les entrées d'air, la quantité de boue produite par les entrées d'air liées à un maintien de pression défectueux. Et là, on a fait la simulation sur un vase qui était sous-gonflé de 0,3 bar par rapport à la hauteur du bâtiment, ce qui n'est pas énorme. 0,3 bar de sous-gonflage, vous voyez qu'on produit 3,7 kg. 3,7 kg de boue. Donc tous les autres points, on est plus de 10 fois supérieur au niveau de la quantité de boue produite dès qu'on a un système d'expansion, un système de maintien de pression défaillant. Et ça, c'est pour 1 mètre cube. Donc en chaud, on pourrait évaluer à environ 100 kW au doigt mouillé. Et ça donne tout de suite une idée du corps de chauffe qui peut être derrière et qui ramasse tout ça. Et donc, de par notre expérience, ça fait comme vous l'a dit Sophie tout à l'heure, plus de 8 ans que Thermap est créé. On a en gros, sur les installations de chauffage et de génie climatique en général, 80% des sites qui ont un système d'expansion, système de maintien de pression défectueux, inadapté, mal installé, mal gonflé, mal rempli, enfin tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui on comprend mieux pourquoi on a beaucoup d'installations sur lesquelles on produit, et j'ai bien dit produit, on produit des quantités astronomiques de boue. Le problème de la boue aujourd'hui, vous imaginez un 3-4 kg de boue dans une installation. Il y a 10 ans, sur une chaudière à fort volume d'eau, on le sentait beaucoup moins. On avait des chaudières où on avait pratiquement 1 mètre cube dedans. Aujourd'hui, quand on est à 50 litres d'eau par chaudière, la boue devient vite un phénomène prépondérant et qui nous impacte fortement les consommations. Aujourd'hui, on est sur des échangeurs CPCU, on va être sur des CIC dans les appartements. C'est vraiment des choses qui sont hyper impactantes sur la performance.
Donc c'est pour ça qu'on vous a dit le premier levier pour éviter l'embouage et pour retrouver de la performance, c'est le système d'expansion, le maintien de pression. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne la pression en tout point du réseau et donc en point haut. Et c'est lui qui gère l'expansion, la contraction et qui va absorber ces variations de volume de l'installation et qui va éviter de perdre de l'eau à chaque variation. Donc ça nous évite les pertes d'eau. Qui dit perte d'eau dit à point d'eau, donc ça nous supprime une quantité astronomique d'appoint. On a vu des installations un petit peu plus grosses que celles qu'on vous a présentées, d'une dizaine de mètres cubes, sur lesquelles on avait un compteur d'appoint de remplissage qui dépassait le 1000 mètres cubes. Donc là, on ne peut rien faire. C'était pas des fuites enterrées, c'était l'expansion. Mais un peu, puis un peu, et ça finit par faire des quantités très régulières qui deviennent énormes. Et donc, c'est le seul organe qui nous permet d'éviter la dépression en point haut et donc d'éviter de faire entrer des quantités d'oxygène importantes. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un organe important et on ne met pas n'importe quoi comme système d'expansion. Il existe aujourd'hui des vases qui, si vous êtes tous venus, vous êtes peut-être venus en voiture. Si dans votre trajet il avait fallu vous arrêter pour regonfler les pneus, je pense que ça ne vous aurait pas fait plaisir. Aujourd'hui, on a des vases d'expansion qui ont des caoutchoucs qui font que le vase se dégonfle. Et se dégonfle vite. C'est la perte de pression, le diagramme que vous avez ici, c'est la perte de pression annuelle d'un vase d'expansion en pourcentage. Vous voyez que la moyenne est à 20%. Donc vous gonflez un vase à 1 bar, au bout d'un an, la moyenne des vases actuels, c'est dégonflé de 20% et à 0,8. On n'alimente plus les points hauts comme ça. Il y en a même qui perdent pratiquement 50% de leur perte de pression à l'année. C'est-à-dire qu'en gros, au bout de 3 mois, votre vase ne fonctionne déjà plus comme il devrait. Imaginez tout au long de la saison de chauffe. Donc ça, c'est le premier point sur l'expansion. Après, on a 3 points qui sont importants. C'est le dimensionnement. Le nombre de fois où on voit des vases qui sont sous-dimensionnés, c'est un classique. Et d'ailleurs, l'expansion, c'est un parent pauvre en chauffage. Dans nos installations, quand on voit aujourd'hui les CCTP, sur la pompe, en général, on nous précise le mètre cube et la HMT. Sur l'expansion, on dit un vase d'expansion. Des fois, au mieux, on a un vase d'expansion de telle capacité, mais c'est rare qu'on aille plus loin. Sur un vase d'expansion, il faudrait, comme pour la pompe, des billes HMT. Sur le vase d'expansion, il faudrait la capacité, la pression de gonflage, la pression de remplissage. Et là, au moins, on est sûr que l'installation a le bon vase bien dimensionné. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est la mise en œuvre. Les vases d'expansion, nous, on fournit des vases d'expansion. On demande systématiquement à quelle pression il vous le faut. Un vase d'expansion, en général, quand on le voit installé, il n'est jamais gonflé par rapport à l'installation. Il faut qu'il soit installé par rapport à chaque installation. Ce n'est pas universel. Et enfin, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, vu la perte de pression annuelle, il faut le regonfler régulièrement. Ou alors, il faut mettre un vase qui ne se dégonfle pas. Et pour le regonfler, il faut pouvoir le contrôler. Un vase, ça se contrôle une fois vide d'eau, sinon votre pression est modifiée par l'eau qui est rentrée dedans. Et du coup, il ne sera jamais gonflé comme il faut. Donc pour ça, il faut une vanne d'isolement. C'est aussi une des consignes à donner. Oui, il faut pouvoir isoler le vase. Donc voilà, notre parti pris, on ne met pas n'importe quel vase ou n'importe quel maintien de pression. La pointe d'eau automatique, non, on combat ça. Parce que si on fait un appoint d'eau automatique, alors on rentre des quantités d'eau dans les installations sans s'en rendre compte. Et donc surtout, non, l'appoint d'eau doit être manuel, on le contrôle. Et surtout, on ne se rend pas compte du problème à temps. C'est ça qui est terrible. Et systématiquement, un compteur sur l'appoint. Je ne parle même plus des systèmes ouverts, où l'air et l'eau sont en contact. Il en existe encore beaucoup dans les installations, mais c'est à proscrire. Vous avez vu la diffusion à travers un tube ou à travers un flexible. Quand il n'y a pas de paroi, c'est plus de la diffusion, c'est de l'entrée immédiate. Et puis donc le dimensionnement, je vous en ai déjà parlé. Je vais repasser la parole à Sophie, qui a retrouvé un peu de voix à 5 minutes. Un petit peu, mais c'est pas génial. Donc sur la partie qualité d'eau,
Nous, on estime sur le terrain que c'est le deuxième levier. Si on a veillé à la mécanique des fluides, il faut aussi veiller au fluide lui-même. Ce point-là, c'est un point qui est réputé délicat. C'est effectivement le cas dans la tête des gens. Mais pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a pas d'obligation réglementaire ou normative. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez faire soit rien, soit ce que vous voulez sur les circuits climatiques. Du coup, les spécifications constructeurs qui pourraient être également une source de recommandations et de guidance, eux, sont restés très disparates. Ce qui donne à tort l'impression que ça dépend de la conception du générateur, que ça dépend des matériaux en présence ou du choix du fabricant. Clairement, ce n'est pas le cas. Il y a des choses très universelles. Chacun a choisi les critères qui permettent de contrôler de la manière qu'il trouve le plus simple. Et à la fin, on cherche tous à éviter l'oxygène, la corrosivité de l'eau et le tartre. C'est tout. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail, Uniclimat Ciprodo, qui y travaille. Ça avait été annoncé sur Interclimat cette année. Donc espérons que c'est des choses qui pourront avancer de ce point de vue-là. Après, il y a aussi une faible conscience des conséquences qui fait qu'on ne se rend pas bien compte des problématiques ou de leur envergure. Ou même si on s'en rend compte, on ne va pas forcément relier ça à des questions liées à l'eau. Des corrosions perforantes, souvent on va associer ça à des qualités de l'eau. Mais il y a des fois où on n'arrive pas à refaire le lien. Quand on parlait de causalité, c'est là que la vision globale elle est intéressante. Et la dernière chose, c'est que la qualité de l'eau souffre de beaucoup d'idées reçues. Je parle en premier lieu du prix, parce qu'on pense à du traitement de l'eau par inhibiteur qu'on ajoute, qui sont chiffrés souvent en option, qui représentent un surcoût, et qu'on considère au prix au litre de traitement. On devrait considérer ça au mètre cube traité, mètre cube de circuit. Et là, ça devient des ratios hyper faibles, très intéressants dans leur retour sur l'investissement, d'autant plus si on les compare aux risques qu'on évite. Si votre chaudière, je ne sais pas, vous coûte 40 000 € et qu'elle dure 10 ans, si elle coûte la même chose mais qu'elle dure que 8 ans, calculez le coût et comparez à 300 € de traitement par exemple, qu'il soit physique, chimique ou autre. C'est vraiment des choses qui sont complètement sous-estimées dans leur impact. Alors, maintenant, un des points dont on a parlé avant, c'est que le gros essentiel, le 20-80 des installations, c'est déjà l'hydraulique, la mécanique de fluide elle-même. Parce que finalement, en qualité d'eau, ce qu'on cherche, ça va toujours pour vous. Moi, j'ai pas mal, mais vous, les oreilles, si ça commence à saigner, vous me dites. Donc, ce qu'on cherche à éviter, c'est les corrosions, l'entartrage et l'embouage. S'il n'y a pas ça, quelle que soit la cause, tout ira bien pendant des années. Et ça, c'est souvent des choses qui sont liées à l'hydraulique, à la mécanique des fluides, et pas à l'eau elle-même, son pH, sa conductivité, est-ce qu'elle est agressive ou pas, est-ce qu'elle est entartrante. Il n'y a pas besoin de la transformer, il y a juste besoin déjà d'éviter toutes les causes en amont, qui sont l'oxygénation, on en a parlé avec des bâches ouvertes, des dégazeurs à vide qui sont défaillants, qui vous pompent de l'air à l'intérieur de l'installation, des choses comme ça. Et puis, tout ce qui va être pression excessive, qui va fendiller les installations s'il n'y a pas d'expansion. On a parlé de dépression, mais il peut y avoir des surpressions. Toutes ces choses-là, si on règle ça, déjà on enlève une grosse part des problèmes de dérive de la qualité de l'eau. Et un des grands oubliés, c'est l'entartrage. On parle ici des circuits fermés, chauds, froids, et là-dedans, on a tendance à oublier ce point-là. En chaud, il peut y avoir le souci avec, par exemple, 20 degrés français de dureté. C'est une eau peu entartrante. Elle ne risque pas, par exemple, de vous imposer un adoucisseur pour votre salle de bain. Pour autant, c'est déjà 200 grammes de tartre qui se forment dans une installation. Et c'est énorme. En quantité de tartre, 200 grammes, c'est à peu près un volume comme ça.
déjà. C'est pas rien pour 1 mètre cube d'eau, 100 kW de puissance. Et derrière, 1 mm de tartre, c'est 10% de surconsommation énergétique. Regardez ici, c'est assez parlant. On a mis la conduction de chaleur du métal, un échangeur, un corps de chauffe, ce que vous voulez, et de l'autre côté, briques réfractaires, liège. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans la littérature pour les isolants, pour la façade, l'enveloppe du bâtiment. Et regardez le tartre et la boue. C'est énorme. Ce que vous perdez, vous chauffez aux petits oiseaux. Parce que vous chauffez votre métal du corps de chauffe et ça ne transmet pas à l'eau. C'est ça qui se passe. Donc nous, on a un parti pris, c'est de faire d'abord cette partie mécanique des fluides et ensuite de veiller. Soit l'eau, elle est bonne et elle va le rester. Soit il y a des choses à faire parce qu'il y a eu des dérives et il faut remettre une qualité de l'eau conforme. Et on a ici des solutions qu'on a choisies pour leur simplicité, pour leur ergonomie, et qui permettent de traiter par dialyse, donc de traiter l'ensemble du volume du réseau. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on traite les appoints ultérieurs aussi, avec des équipements qui restent sur site. Et on peut le faire pour déferriser un réseau, on peut le faire pour désembouer un réseau, ou on peut déminéraliser si par exemple c'est exigé dans les consignes de garantie ou si c'est prescrit. Et ces choses-là sont hyper simples à mettre en œuvre. On en vient au 3e axe de progrès. Donc vous avez bien compris les 2 premiers points qui sont les points principaux, qui est donc le maintien de pression et la maîtrise de la qualité de l'eau. Et ces points-là, on va faire en sorte qu'ils durent. Parce que c'est bien au départ, mais il faut que ça soit pérenne, de façon à pérenniser l'optimisation énergétique. Et donc on va maintenant surveiller ce qui se passe. La surveillance est devenue un incontournable pour éviter cette perte d'efficacité qui est due, vous l'avez vu avec le diagramme précédent, sur les boues et sur le tartre, qui sont des isolants presque meilleurs que le liège et la brique. Donc on va surveiller ce qui se passe. La dégradation de la performance et du réseau peut être rapide. Aujourd'hui, on intervient, nous, plus sur des bâtiments neufs ou récents que sur des anciens bâtiments, au niveau des problèmes d'embouage, d'entartrage, de corrosion. Et on a une dégradation aujourd'hui qui est beaucoup plus rapide qu'avant. On a besoin aujourd'hui d'un réseau hyper sain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vu le diamètre de passage au niveau des corps de chauffe, on a besoin d'un réseau hyper sain, sans particules, sans rien, sinon on dégrade tout de suite la performance. Donc c'est pour ça que cette surveillance est nécessaire et vitale pour la durée de la performance et la durée de vie évidemment de l'installation. Donc on a une innovation qui est un moniteur de corrosion, qui s'appelle Risicor. C'est un appareil qu'on a développé il y a quelques années, qu'on lance sur le marché depuis quelques années. C'est une sonde qu'on place dans l'installation et qui nous mesure en permanence la vitesse de corrosion de l'installation. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est-à-dire que cette sonde, on la mesure en permanence et on voit la dégradation de la même façon que le réseau et on voit sa vitesse à laquelle elle se dégrade. Et en fonction de cette vitesse de corrosion, on va pouvoir donner une alerte, donner une alarme. Cette sonde, on peut faire des relevés sur site ou à distance. Et le relevé, vous l'avez ici, avec l'histogramme. Donc on voit la vitesse de corrosion et dès que vous avez un pic en rouge, c'est qu'on a une vitesse anormale et qu'on a une corrosion importante et qui peut être dangereuse pour l'installation. C'est le début de la corrosion, le début de la fabrication des boues. En fait, donc, cette sonde mesure la perte de masse d'un coupon métallique qui, lui, va se sacrifier avant la métallurgie des matériaux de l'installation. Ça joue le rôle de fusible comme dans un compteur électrique.
Et le déclenchement de l'alerte, le seuil de passage de vert au rouge, c'est 24 micromètres par an. C'est tout petit. Et à cet endroit-là, votre sonde envoie un contact sec que vous pouvez reporter sur une alarme, une GTC, ce que vous voulez. Vous n'avez pas à attendre la relève pour savoir qu'il y a un problème. Il y a 24 micromètres par an sur du fer pur. Vous êtes en avance sur les problématiques. Oui, c'est une sonde qui nous permet effectivement d'avoir l'alerte à distance. On a aussi des sondes connectées sur lesquelles on peut avoir la lecture de l'histogramme à distance. Donc vous avez les deux possibilités en fonction du risque que vous voulez couvrir. Et le fait d'avoir un histogramme et de visualiser dans le temps les différentes vitesses de corrosion nous permet de diagnostiquer, de faire un diagnostic de l'installation, nous aide au diagnostic complet de l'installation. Donc, vous voyez ces 3 points qui sont donc l'hydraulique de l'installation, avec donc la partie expansion principalement, la qualité de l'eau, donc la maîtrise de la qualité de l'eau, et le 3e point qui est la surveillance. Ces 3 leviers, nous, c'est une démarche qui est simple. On n'a pas inventé la poudre, c'est efficace, c'est simple. C'est conforme aux bonnes pratiques, on n'est pas hors pratique usuelle. Et du coup, vu que c'est simple, pratique, conforme, c'est applicable à tout type de bâtiment et c'est massifiable. C'est-à-dire qu'avec des leviers simples, pas chers, je ne vous ai pas donné les prix, mais une sonde de corrosion, c'est moins de 500 balles. Donc, c'est vraiment des axes très simples pour, revenir à des bâtiments qui ne s'embouent pas, qui ne s'entartrent pas, qui sont performants et qui restent performants dans le temps. Et en plus, comme on les surveille, en cas de dérive, on s'en rend compte tout de suite. En gros, si vous avez la mécanique des fluides qui va bien, le fluide lui-même qui va bien, ça doit bien se passer. Et en plus, il y a un œil dans les tuyaux qui vous prévient en cas de dérive, parce qu'un bâtiment c'est vivant, et vous serez prévenu à temps pour aller chercher ce qui se passe. Et si c'est grave, aller gérer la cause. Et ce point-là permet vraiment d'avoir une fiabilité et de s'engager à réussir à tenir les bâtiments correctement. Donc l'objectif, donc vous avez un bâtiment qui a une performance théorique qu'on a estimée, qu'on a calculée. Derrière, on estime qu'on peut faire une optimisation énergétique. Sauf que ce qu'on constate, et c'est ce qu'on vous a dit, ce qu'on constate nous dans le réel, c'est la dégradation de la performance due à l'embouage, due à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et nous, on intervient en général au moment où on se rend compte de la perte de performance. Et c'est là où on intervient avec donc toute cette démarche d'optimisation, de maîtrise de la boucle hydraulique pour revenir à la théorie initiale, la performance estimée au départ, et après pour refaire enfin de l'optimisation énergétique. On voit aujourd'hui des installations, on commence par faire de l'optimisation énergétique alors que l'installation elle est pleine d'air, elle est pleine de boue, elle est pleine de tartre, et que derrière on n'arrivera pas de toute façon à optimiser. C'est des problèmes qui sont là et on va faire avec, ça sera déjà mieux. C'est des problèmes qui sont là mais qui ne sont pas statiques. C'est une dynamique qui est à l'œuvre et personne ne s'occupe de la régler. Finalement, en essayant d'optimiser, souvent on crée de l'insatisfaction parce qu'on n'a pas réglé les problèmes sous-jacents qui vont continuer à être là. On fait des promesses aux gens qui ne peuvent pas être tenues et finalement là, nous on a une démarche qu'on a créée pour ça, mais elle est clairement, comme on vous le disait, transmissible. Notre but, c'est aujourd'hui, tous dans la salle, que vous soyez en conception, en exécution, que vous soyez installateur, que vous soyez exploitant, peu importe quel est le maillon de la chaîne, on peut tous s'occuper de ces 3 petits points très simples qui sont initialement prévus. C'est même pas des surcoûts. Et regardez cette différence entre le rouge et le bleu. C'est déjà cette performance-là qu'il s'agit de récupérer, sans isolation extérieure, sans changement de générateur, que des choses hyper simples, avec un impact à très court terme, pour peu d'argent. Et voilà, avec un coût très faible pour arriver. Et ça, c'est dans les mains de toute la filière. Aujourd'hui, nous, on y croit tellement à ça qu'on souhaite en parler, le transmettre, et qu'avec des toutes petites choses de bout de chandelle qui sont perdues, et on a un impact très négatif,
et qu'avec des tout petits bouts de chandelle, on arrive à repartir sur un cercle vertueux. Et nous, on y croit tellement, mais vraiment tellement, qu'on a créé une méthodologie autour de ça, qu'on s'est approprié avec notre méthode de travail Thermap. Ça s'appelle Anticorps et ça permet d'éviter justement toutes ces problématiques. On vient en amont faire une étude, on propose les correctifs, on les vend, les personnes les installent, on fait la mise en service et on peut s'engager, puisque mécanique des fluides et surveillance, on peut s'engager à ce que ça colle et que ça ne dérive plus, qu'il n'y ait plus de récidive. Ce point-là, c'est ça la valeur ajoutée d'Anticorps. Nous, on pense que c'est faisable finalement par beaucoup de gens. Et si vous avez besoin de nous, on sera là pour le faire. Voilà, donc Thermap, vite fait, c'est une équipe de 15 hydrauliciens de terrain aujourd'hui. On essaye de couvrir l'ensemble de la France. On est plutôt sur la bonne moitié est de la France et on est en train de se développer sur la partie ouest. Donc on peut répondre sur l'ensemble de la France à toutes vos problématiques. On a 3 agences, une à Lyon, une à Paris, une à Strasbourg et d'autres personnes qui sont itinérantes sans agence qui se reportent à eux. Venez nous voir, on vous envoie des informations si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, merci à vous de votre attention. On est déjà là à votre disposition pour quelques questions. Et puis sinon, on vous attend sur notre stand à côté dans l'espace. Merci encore. Merci pour votre compréhension aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur des points particuliers ? Oui, bonjour. Moi, je suis architecte. Je fais aussi partie bon, je ne suis pas un spécialiste du fluide, mais je suis aussi membre du conseil syndical d'une très très grosse copropriété. Et en fait, je voulais savoir dans votre système, en fait, au final, combien il faut de sondes sur l'installation. Est-ce qu'une seule suffit ou est-ce qu'il en faut en différents points et dans ce cas-là, lesquels ? Ok, c'est une bonne question, effectivement. Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand parce que, en fait, ça dépend de chaque installation. On va mettre une sonde à tous les endroits critiques. Donc, ce qu'on surveille systématiquement, c'est l'arrivée d'eau, l'entrée d'eau et le système d'expansion. Donc là, il y en a une systématiquement à cet endroit-là. Et après, on va en mettre une par réseau critique. Réseau critique, ça va être déjà, si vous avez un bâtiment avec une tour et des barres, on en mettra une sur le réseau de la tour, puisque ça sera le point haut. C'est là où il y a le point haut, et c'est là où on peut être en dépression et avoir les entrées d'oxygène. Donc sur ce réseau, il y en aura une systématiquement. Et on a vu des réseaux où il y avait plusieurs flexibles, en fait, tous les réseaux où il y a un risque d'entrée d'oxygène. Donc ça va être une analyse sur site à faire. En général, avec 2 sondes, voire 3 pour un système immobilier, on arrive sur un réseau à bien cartographier. On a le point le plus critique, le retour général et un sur le vase. C'est le cas général. Quand il y a des cas particuliers ou des exigences avec des enjeux financiers ou techniques plus importants, on peut regarder et équiper chaque branche du réseau. Ça dépend de l'objectif. Mais avec 2 ou 3, on est déjà bien. Merci. Okay. Merci à tous. Merci beaucoup.